Bienvenue à toutes et à tous, chers lecteurs d'Améliorons la ville. Nous vous accompagnons donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et entreprises dans les défis de transition et on sait qu'ils sont nombreux, énergie, santé, sécurité, et ce dans les logements collectifs, bâtiments tertiaires et aussi dans la ville au sens large. Alors vous êtes notre vitamine, c'est vrai, depuis ce début de confinement, on a plaisir à vous parler régulièrement. Alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de cette webconférence. Benjamin Thaïs, notre rédacteur, m'accompagne pendant cette conférence. Bonjour Benjamin. Nous enregistrons cette conférence. Vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet en bas qui est nommé questions-réponses. Soyez nombreux à les poser. Elles seront reprises en fin de conférence. Alors, pour le déconfinement et la reprise des travaux, la date du 11 mai, fort heureusement, est maintenant derrière nous. Nous souhaitons tous retrouver une activité et une vie presque normale et le chemin risque d'être long tant on a été bouleversé. Alors, si nous regardons un peu plus loin, nous appelons de nos voeux pour un plan de relance prévu à la rentrée, donc en septembre-octobre, comme l'a annoncé Bruno Le Maire, qui soit climatique pour éviter une autre catastrophe plus lointaine dont le traitement est heureusement connu, à savoir décarboner. Alors profitons-en, mais on travaille tous aussi sur la rénovation énergétique. Alors on continue pour vous accompagner, pour préparer le déconfinement et la reprise des travaux, avec cette série de 9 webconférences à raison de 2 par semaine, les mardis et jeudis à 9h30. Et on a abordé déjà 2 conférences sur la partie copropriété et logement, 2 sur la partie électricité. Et là, on est dans le premier cycle sur 2 conférences sur la partie amiante. Aujourd'hui, c'est le chantier des amiantages et mardi prochain, on parlera de repérage amiante pour les collectivités. Et puis, on aura enfin 2 conférences sur la partie prévention des risques et sur les diagnostics avant travaux. Alors, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, le chantier de désamiantage, la reprise est en cours. Même si la filière amiante est habituée de la gestion des risques, je parle sous votre contrôle à tous, puisque vous êtes des spécialistes. Les nouvelles mesures viennent ajouter des contraintes nouvelles dans l'écosystème d'entreprise, de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre. La coordination de tous ne sera pas tâche aisée. Alors, face à ces enjeux, des guides sont apparus pour accompagner les acteurs. J'en cite quelques-uns, le guide de l'OPPBTP pour les entreprises de travaux, celui de la FIDI FNAIM pour les diagnostiqueurs, celui en cours de la DGT, des fiches pratiques pour l'assurance maladie, et nous allons voir aussi celui du CIRTA. Alors, la question est simple, mais la réponse est complexe. Comment vous, acteurs de la filière d'amiante et maîtres d'ouvrage, pouvez reprendre aussi bien et rapidement que possible les chantiers de désamiantage. Bon, j'ai assez parlé. Nous allons commencer cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Marc Charrois, coordonnateur des actions amiantes à la CRAMIF, Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Bonjour Marc. Bonjour. Béatrice Kessian-Schmidt, directrice adjointe de la Directe Nouvelle-Aquitaine et responsable de l'unité de contrôle régional amiante. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Michel Bonfils, vous êtes présidente du CIRTA, syndicat du retrait et du traitement de l'amiante et des autres polluants. Bonjour Michel. Et Michel Galzin, un deuxième Michel, mais vous avez tous les noms qui s'affichent, vice-président du CIRTA. Et enfin Thomas Lesser, coordinateur de la rédaction du guide du CIRTA spécial crise Covid-19. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà. Peut-être, alors, on a un format un peu différent aujourd'hui, mais on change de conférence à conférence. Ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est de commencer par la présentation, puisque vous avez sorti un guide au CIRTA, de commencer par la présentation de ce guide qui sera à la base de nos débats. Et donc, peut-être on peut commencer par cela, et ensuite on viendra discuter tous ensemble. Alors, je crois que c'est Michel Galzin qui va peut-être commencer. Et Michel, pourquoi vous êtes attelé à ce guide ? Alors, ce qui est important aujourd'hui, je dis bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien et que
et que cette période n'est pas trop difficile pour tout le monde. Ce qui était important dans un premier temps, c'est que dès l'annonce donc du président de la mise en confinement à partir du 17 mars, on a énormément de questions qui sont remontées de la part des adhérents sur la façon et la faisabilité de pouvoir gérer les chantiers qui se fermaient au fur et à mesure au quotidien. Donc, on est assez prompt au niveau du CIRTA de manière à se réunir et afin de pouvoir aider les adhérents à gérer et les accompagner à gérer le guide. On s'est donc réunis dans une cellule de crise et il était important pour nous de pouvoir répondre à tout le monde. On a un élément et un avantage, c'est qu'une entreprise du CIRTA, qui est l'entreprise MBE en Martinique, avait déjà travaillé pour la mise à jour de son document unique à un début de guide. Et avec leur acceptation, on a pris la décision au niveau du CIRTA de rédiger ce guide afin de répondre à tout le monde et de ne pas répondre aux questions les unes après les autres pour tous. Donc, cette décision a été prise en cellule de crise du CIRTA. Le guide a démarré. Quelques jours, une ou deux journées après, le 19, le gouvernement, s'étonnant de la fermeture des chantiers du BTP, remet un petit peu sur la table la réouverture de ces chantiers-là, et on se trouve confronté à une situation et que tout le monde a vécu, c'est-à-dire c'est repartir sur chantier OK, mais pas n'importe comment. Donc, à partir de là, on a choisi d'accompagner les entreprises adhérentes du CIRTA en créant un tableau afin que chaque entreprise puisse se positionner à la reprise ou à la non-reprise en fonction de certains items. L'idée du CIRTA au départ, c'est quand même de rester surtout très, très, très terre à terre, très, très, très chantier, de manière à pouvoir répondre en détail à des points qui peuvent être mis en place par les entreprises pour pouvoir répondre à la gestion de ce guide. Notre intérêt est surtout dans l'accompagnement là-dessus, c'est-à-dire que l'intérêt était de prévoir des points précis avec un questionnement simple et permettre aux désamianteurs, permettre à la personne de se positionner réellement au travers d'un tableau sur je reprends l'activité ou bien alors je ne peux pas la reprendre parce que les conditions, que ce soit autant du côté client, côté des maîtres d'œuvre ou du côté des institutions ou du côté de mon entreprise ne me permettent pas de reprendre. Voilà réellement ce qui a été la première pensée. Au niveau du CIRTA, ce qui était important pour nous, c'est de ne pas laisser de côté nos adhérents et surtout de ne pas laisser au travers d'un risque qui est difficile à maîtriser parce que c'est pas un risque. On est habitué au confinement, on est habitué à travailler sur de la matière dangereuse, mais là c'est un risque qui est beaucoup plus bactériologique, donc qui est beaucoup plus sournois et c'était pas évident à ce niveau-là. On a eu pas mal de questions de la part des adhérents, notamment des questions qui portaient sur le confinement dynamique, notamment le maintien de ce confinement pendant la période justement d'arrêt. C'était pas évident pour les adhérents d'arriver à comprendre quelle façon ils allaient pouvoir intervenir s'il y avait des problématiques dans le confinement dynamique, comment faire aujourd'hui pour pouvoir maintenir une activité, mais tout en prenant en compte le guide, tout en prenant en compte le Covid, c'était délicat. Et devant la multitude de questions, effectivement, on est allé vers le guide et vers un tableau détaillé. Donc, je pense que je vais laisser Thomas pour la présentation beaucoup plus en détail de la part et du tableau. Oui, donc Thomas, on va rentrer dans le détail du contenu du guide. Vous avez quelques diapos et merci Thomas d'avoir préparé ces diapos et tout le CIRTA. On vous laisse le dérouler avec nous. Ok. Merci. Oui, donc, donc le guide, donc, on en a fait deux versions parce qu'il y a eu une première version dans le feu de l'action. Ensuite, on l'a diffusé à nos membres conjointement à cette première diffusion. L'OPBTP a republié son guide, donc on a pu aussi analyser le guide de l'OPBTP et intégrer ainsi certaines préconisations qui figuraient dans le guide. Donc le guide, donc là vous voyez à l'écran la page principale, il est composé de deux parties, une partie on va dire textuelle, documentaire, descriptive et un tableau d'aide à la décision que je vais vous présenter dans le détail. Voilà. Donc bon, voilà le sommaire grosso modo
le sommaire du guide avec donc deux points principaux. Donc, je passe la partie descriptive du Covid et le rappel sur l'analyse des risques, que tout à chacun doit mener sur les opérations, mais avec deux piliers centraux, la démarche de redémarrage par le tableau que je vais vous montrer par la suite, et ensuite un volet terrain aussi sur des dernières précautions à prendre avant de renvoyer les équipes sur le chantier. Donc le guide, en fait, il est sous la forme d'un tableau Excel parce que c'est un document bien sûr interactif dont vous voyez la première page, qui est constitué d'un certain nombre d'items en fait qui reprend tout le déroulement du chantier. Ce tableau ne se concentre pas uniquement sur la partie opérationnelle du chantier, mais bien sûr, le premier item qu'on voit à l'écran, c'est pour pouvoir redémarrer le chantier, il faut que tous les intervenants du chantier soient OK. Et donc, vous voyez, la première question, c'est prendre prise de contact avec le maître d'ouvrage pour savoir si effectivement il est bien dans une démarche de reprise du chantier, parce que si le maître d'ouvrage ne veut pas, pour ses propres raisons, reprendre le chantier, il est inutile de se lancer dans une démarche plus fouillée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'items qui sont passés en revue et l'entreprise regarde si, au regard de chaque situation exposée, les moyens de prévention ou les mesures de prévention peuvent être mises en œuvre et donc autoriser un redémarrage du chantier avec une maîtrise du risque Covid. Donc, les items qui sont abordés dans ce tableau, voilà, donc vérification préalable obligatoire, c'est-à-dire que tous les acteurs du chantier soient OK pour redémarrer le chantier. Beaucoup de chantiers de désamiantage s'effectuent loin des bases, donc en déplacement ou en grand déplacement. Donc, il y avait la vérification par le chef d'entreprise que les moyens de déplacement étaient conformes, qu'il n'y avait pas 6 ouvriers dans une camionnette ou des choses comme ça. Contrôle disponibilité des intervenants extérieurs, évidemment, parce que si l'entreprise de désamiantage n'a pas son laboratoire de disponible pour effectuer les mesures d'air de contrôle tout au long de l'opération, l'opération ne peut pas redémarrer. Et ensuite, un gros volet vraiment organisationnel sur le chantier en lui-même, qui va de l'hébergement, parce que beaucoup de chantiers en grand déplacement, donc il faut que le personnel puisse à la fois trouver un lieu où dormir et des lieux de restauration, de l'accueil du salarié sur le chantier, en passant jusqu'à la logistique, en passant par l'examen des tâches hors risque amiante, la mise en place des pots de protection, du confinement, les tâches en zone de retrait, même si celles-ci, avec les protections respiratoires, un gros du prévention du risque Covid est réalisé, mais ce point est abordé. La décontamination, bien sûr, je dirais un peu le cœur du métier de désamianteur. La coactivité avec les autres intervenants du chantier, parce que même si sur la zone de travail du désamianteur, il n'y a que l'entreprise de désamiantage, le chantier, par ailleurs, peut être dans d'autres phases et avec la présence d'autres entreprises. Donc, s'assurer aussi que la gestion du risque Covid sera bien prise en compte au quotidien dans les déplacements, notamment sur le chantier. Et autre situation, on aborde rapidement quand même la visite de l'encadrement technique sur le chantier, qui lui aussi doit se faire avec un certain nombre de précautions vis-à-vis du risque Covid. Donc, pour chaque situation identifiée dans le tableau, on a étudié quelles mesures, quels moyens l'entreprise doit mettre en œuvre pour maîtriser le risque Covid. Donc, comment on a déterminé ces moyens ? Bien sûr, il y avait d'abord les prescriptions gouvernementales. Je veux dire, on était dans une sorte d'entonnoir, les gestes barrières qui nous sont rappelés encore quotidiennement aujourd'hui. Le guide au PBTP qui apporte un certain nombre de réponses, notamment sur tout ce qui est les moyens généraux du chantier. Et ensuite, parce que je dirais ce guide-là a été réalisé fin mars, début avril, des retours d'expérience des membres du CIRTA qui avaient quand même pu reprendre une certaine activité au cours du mois de mars. Donc, qui avaient réfléchi dans leur coin, au sein de leur société, sur comment mon client me demande absolument de redémarrer des chantiers, comment je peux gérer les risques Covid. Donc, ils nous ont partagé leur expérience, les premières mesures qu'ils avaient mises en place, que ce soit aussi bien au niveau des déplacements des salariés que l'organisation des espaces de vie sur le chantier.
Donc là, voilà un exemple dans le détail d'items abordés. Donc là, je vous ai mis à l'écran, j'irai un peu le cœur du métier, tout ce qui concerne la décontamination des travailleurs. Donc pour chaque situation, donc utilisation des salles de décontamination, on a identifié des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir gérer ce risque. Donc, sur l'utilisation des SAS, on préconise donc de s'assurer à ce qu'il y ait au minimum un compartiment d'écart de vide entre deux opérateurs lors de la sortie des opérateurs de zone, avec des mesures complémentaires qui sont décrites ici, de désinfection des SAS, des compartiments et des SAS au cours d'évacuation et au cours de la journée. Pareil, sur la zone d'approche, il est clair que les zones d'approche, en général, sur les chantiers, ce sont des zones plutôt exiguës, qui ne répondaient pas aux mesures de base, qui peuvent ne pas répondre aux mesures de distanciation qui sont nécessaires pour la gestion du risque Covid. Donc, on a fait des préconisations, que ce soit sur un chantier avec une zone d'approche montée ex nihilo ou pour l'emploi des UMD, sur quelles étaient les dimensions minimales, notamment des zones d'approche, assurer une ventilation naturelle des zones d'approche pour pas qu'il y ait de l'air confiné au sens ventilation d'hygiène au niveau des SAS. Donc, le chef d'entreprise ou l'encadrement technique pour son propre chantier doit se poser la question, est-ce que je peux bien, sur mon chantier, mettre en œuvre ces mesures qui sont préconisées? Et si oui, prévoir tout ce qu'il faut. Donc, pour chaque situation décrite, l'utilisateur a la possibilité de choisir dans son tableau, j'irai deux ou trois réponses. OK, les mesures qui sont décrites peuvent être mises en œuvre, donc tout va bien. Non, les mesures ne peuvent pas être mises en œuvre parce que je n'ai pas la place, parce que le chantier, les locaux sont trop exigus, etc. Donc, on va choisir non. Et pour certaines situations, on a une réponse intermédiaire où on a détecté des mesures qui ne sont pas optimales. La mesure, je dirais, optimale étant le respect de la distanciation, mais la distanciation ne peut pas être respectée, mais on peut compenser cette impossibilité de distanciation, notamment par le port des masques. Donc, c'est ce qu'on appelle des situations valides mais dégradées et qui demandent aussi une vigilance accrue de l'encadrement de chantier lorsque les mesures seront mises en œuvre. L'exemple que je vous ai mis là avec des situations potentiellement valides mais dégradées, c'est mise en place, préparation de la zone de retrait, mise en place du confinement, des pots de décontamination. Si les opérateurs viennent à intervenir dans un local relativement exigu, il y a un risque qu'ils ne respectent pas la distanciation. Donc, dans ce cas-là, si la distanciation ne peut pas être respectée, il faut équiper pendant ces tâches qui sont hors risque amiante, mais de moyens de protection individuels complémentaires, comme le port des masques préconisé pour tout à chacun. Donc, le chef d'entreprise d'encadrement technique passe en revue ces items. Alors, j'ai oublié de faire le compte, mais de tête, il doit y en avoir pas loin d'une trentaine. Et pour chaque item, dit oui, OK, non, OK. Et sur la droite du tableau, il y a des voyants, des sortes de voyants qui passent du rouge à l'orange ou au vert. Et si tout est orange ou vert, le chef d'entreprise, l'encadrement technique peut considérer que son chantier peut reprendre. Alors, à la suite de ça, il nous semblait important d'indiquer un dernier point de vigilance, c'est que quand les mesures de confinement ont été mises en place, certains chantiers de désamiantage étaient en phase de retrait, donc avec l'émissivité d'amiante dans l'air dans la zone de retrait, et il a fallu rapidement rapatrier les équipes suivant les préconisations. Donc, le CIRTA avait, dès le lendemain ou le surlendemain de l'annonce du président, diffusé une petite note de préconisation comment arrêter un chantier
là un peu abruptement. Donc, certains membres ont pu le faire, mais il se pouvait que certains chantiers avaient vraiment pas pu être arrêtés dans des bonnes conditions. Donc, il nous paraissait important de remettre le doigt sur le fait que, avant de renvoyer, je dirais, le gros de la troupe sur le chantier, si par ailleurs tous les paramètres étaient ouverts, que l'entreprise envoie une petite équipe en éclaireur pour s'assurer que le chantier qui était en cours de retrait n'avait pas été potentiellement dégradé, soit par la malveillance ou soit, je dirais, naturellement, parce que de temps en temps, on sait bien qu'il peut y avoir des calfeutrements qui cèdent et tout, et de façon à s'assurer qu'il n'y avait pas une pollution qui aurait pu s'exporter en dehors de la zone de retrait et contaminer les premiers opérateurs qui intervenaient. Donc, le guide se termine par deux pages de préconisation, d'analyse des risques spécifiques à effectuer si, par ailleurs, le chantier pourrait redémarrer, mais pour s'assurer qu'il n'y aura pas de contamination sur le chantier à l'arrivée du personnel. Oui. Merci Thomas pour cette présentation. Je crois, Michel Galzin, c'est qu'il y a deux versions de guide. Ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que notre guide est sorti juste avant l'apparition du guide de l'OPPBTP. Donc, il était important, principalement, et pas que celui il y avait aussi le document de point d'attention de la DGT aussi qui était sorti. Et il était important, en fin de compte, de pouvoir faire le croisement et de pouvoir corriger notre guide et apporter peut-être un petit peu plus d'informations dans le guide sur les éléments qui étaient remontés de la part de l'OPPBTP, du travail aussi de la CRAMIF CARSAT et de la DGT. Ce qui était intéressant aussi, c'est que comme le guide était sorti et que les entreprises avaient mis en œuvre et avaient appliqué le guide sur l'ensemble de certains chantiers, il y a pas mal d'éléments qui nous sont remontés et qui étaient intéressants aussi d'apporter des actions supplémentaires. On a eu des entreprises qui avaient fait, par exemple, la séparation dans leur zone, dans leur base, dans leur zone de récupération, qui avaient séparé les points les points de repos avec du plexiglas, qui avait colmaté des armoires de manière à laisser un point sur deux, qui avait créé un système pour pouvoir donner, on va dire, du gel hydroalcoolique de façon automatique sans toucher la bouteille d'eau. C'était important de remettre à jour le guide en tenant compte de ça. Des expérimentations qui avaient été faites sur le chantier et des remontées de la part des collaborateurs que l'on avait sur le terrain. Ce qui est important, c'est que il y a une vraie cellule de crise qui s'est installée au niveau du CIRTA. On a eu un travail qui a été collectif. Et ce travail collectif a été collectif, mais avec une expertise qui a été très pointue sur certains points. On parlait tout à l'heure, Thomas avait abordé le sujet. Le sujet, par exemple, de la décontamination des SAS et de la sortie des opérateurs dans les SAS, c'était quelque chose de très important parce que là, il y a une situation qui peut remettre en cause, puisqu'à un moment donné, il y a le retrait du masque qui a servi au désamiantage pour la douche d'hygiène et le passage au masque qui va servir pour le déplacement dans les lieux communs. Et ce travail-là a été important auprès du CIRTA de manière à pouvoir apporter la réponse. Il y a eu une autre chose aussi qui était intéressante, c'était il avait été décidé aussi par rapport au confinement dynamique de pouvoir arrêter les chantiers en confinement statique. Ça, c'est un point aussi qui a été majeur, parce que le fait de tenir un chantier en confinement dynamique pendant une longue période sans être présent, c'est quelque chose qui nous a paru très, très compliqué. Alors que le fait de l'arrêter, de maîtriser l'arrêt du chantier, l'arrêt de cette dynamique et de la passer en statique était beaucoup plus sage. Et c'était la reprise après qui était importante aussi, c'est-à-dire de définir comment est-ce qu'on allait reprendre les chantiers tout en ayant passé de la notion de confinement dynamique au confinement statique. Il y a un vrai travail qui a été fait entre les adhérents qui nous ont fait remonter leur observation et la cellule de crise du CIRTA qui a été mise en place à ce moment-là. Merci pour ces précisions, Michel Galzin. Alors, Michel Bonfils, là, juste pour terminer sur ce tour d'horizon là qu'on fait sur ce guide, mais qui lance nos débats, c'est aujourd'hui les entreprises. Donc, vous êtes président du CIRTA. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans les reprises des travaux des entreprises ? Oui, j'ai constaté tout à l'heure que mon micro n'était pas ouvert, donc déjà bonjour à tous. Eh bien, la reprise se fait doucement mais sûrement, puisque aujourd'hui, une majorité d'entreprises ont réussi à reprendre leur domaine d'activité
avec certaines complications comme mes collègues l'ont exprimé tout à l'heure, à savoir sur les grands déplacements et sur les chantiers de déplacement, trouver des hébergements, remettre en place des moyens de pouvoir s'approvisionner en nourriture et pouvoir manger convenablement, puisque bien sûr tout ça fait aussi partie des conditions de travail et des conditions d'hygiène de nos salariés en déplacement, ce qui n'est pas forcément simple, sans compter le retour à domicile, les moyens de transport, multiplier éventuellement le nombre de véhicules sur la route pour diviser les opérateurs, ne pas les avoir en confinement pendant 300 ou 400 km dans un seul et même véhicule. Donc, c'était toutes ces choses-là que les entreprises ont dû réfléchir et mettre en place. On y voit un petit peu plus clair aujourd'hui, sauf que, à toute règle, il y a une exception. Notre grosse problématique aujourd'hui est dans l'approvisionnement des moyens de protection, ne serait-ce que l'approvisionnement des combinaisons qui sont durement impactées par ce Covid, puisque principalement aujourd'hui retenues à la source pour la distribution aux services hospitaliers et aux gens qui sont directement en contact avec l'épidémie. Donc voilà, différents sujets que les entreprises ont à prendre en compte, mais il est vrai que ce guide a permis de faire un travail en amont qui renforce déjà les conditions d'hygiène qui étaient fort strictes en matière d'amiante, puisque je pense que sur un chantier de BTP aujourd'hui, les gens du désamiantage ont une plus grande culture de l'hygiène que certains autres corps de métier, et il faut quand même remarquer que c'est tout à leur honneur de renforcer encore un petit peu plus ce phénomène du fait de la crise Covid. Certes, le Covid nous impose d'autres mesures barrières, d'autres mesures de conditions d'hygiène, mais on avait déjà un grand pas en avant dans ces chantiers qui étaient quotidiennement bien tenus. Oui, c'est sûr que c'est votre quotidien. Alors pour faire, peut-être on peut arrêter le document. Je pense, Thomas, ça je vais arrêter le partage du document. Peut-être pour faire tourner la parole, et on rentre donc aussi dans les débats. Aujourd'hui, au niveau de la directe, Béatrice Kissian-Schmidt, on en parlait en préparant cette réunion. On parlait de employeurs et maîtres d'ouvrage et obligation de résultats. Ça, c'est pour vous, ça vous semble un sujet essentiel? Vous pouvez répéter, j'ai été distraite, pardon. On parlait de l'employeur et le maître d'ouvrage avec les obligations de résultats. Ah oui, donc effectivement, à la fois les donneurs d'ordre et les chefs d'entreprise, les employeurs, ont une obligation de résultats, c'est-à-dire pas seulement de moyens. Là, on vient d'avoir une liste de différents techniques qui sont mises en place. Il y a une analyse qui a été faite, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est s'assurer du résultat. Alors ça, c'est une obligation législative qui n'existe pas que pour le Covid. C'est un principe général qui se retrouve dans l'article 42.21.1 du Code du travail, et où tous les employeurs sont, les termes exacts, ont une obligation alors je reprends, définir des actions de prévention à travers des informations, formations, mise en place de moyens adaptés. Les termes importants, c'est que les moyens doivent être adaptés et il faut s'assurer qu'ils sont mis en application. Donc, en fait, la jurisprudence est constante par rapport à ça. Et les guides qui ont été établis là et que vous avez fait vont permettre de démontrer que les moyens sont suffisants et sont mis en place. Donc, c'est une bonne approche. Alors, une fois qu'on a fait cette démarche d'analyse point par point, par contre, il y a une deuxième étape qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut s'assurer que ces moyens sont mis en œuvre donc par des tests de validation et revenir régulièrement sur le sujet. Il ne suffit pas de donner les consignes. Donc, c'est le point sur lequel je voulais insister. Il faut vraiment s'assurer que ces mesures puissent être mises en place et aussi, dernier point, que ces mesures ne déplacent pas le risque.
hein, parce qu'on focalise beaucoup maintenant sur le risque Covid. Bon, les entreprises de désamiantage ont l'habitude des autres risques, comme vous le disiez, mais il faut pas les oublier. Par exemple, du coup, il y a tous les autres risques chimiques. Oui. On focalise énormément sur la protection, sur les masques, etc. Masque Covid, mais masque Covid et autres risques, hein. Donc voilà, sur le principe général, on est sur une obligation de résultat, donc il faut bien aller jusqu'au bout. Oui. Marc Charrois, vous avez, on va revenir sur les autres risques, hein. Je voyais Michel Galzin qui opinait, mais juste avant d'y revenir, Marc Charrois, vous pour la CRAMIF, effectivement, vous avez travaillé aussi avec l'assurance maladie sur des guides, sur des fiches, pardon, à destination des maîtres d'ouvrage, parce que effectivement, là, on parle beaucoup des entreprises, hein, bien sûr, bien entendu, mais les maîtres d'ouvrage sont concernés. Oui, bien sûr. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises et dans le champ d'intervention des entreprises figurent bien sûr les donneurs d'ordre. Alors, les préconisations que l'on fait doivent s'inscrire dans une démarche collective cohérente avec les publications qui existent et qui sont maintenant reconnues, hein. On parle du plan national de déconfinement, on parle du guide OPP, on parle des guides des fédérations. D'ailleurs, on peut saluer le travail qu'a fait le CIRTA parce que c'est tout à fait le genre de travail qu'il faut faire au sein de différentes fédérations de manière à accompagner au mieux possible les entreprises. On a vu dans le détail de la présentation du guide que la réflexion a été menée très très loin. Alors, à côté de ces accompagnements d'entreprise, effectivement, on a pointé donc les donneurs d'ordre comme, disons, cible de communication parce qu'on estime que même si les entreprises se sont mobilisées au sein de leur fédération, il faut néanmoins que les maîtres d'ouvrage, et en l'occurrence sur les chantiers de désamiantage, puissent partager l'analyse des risques des entreprises et mettre en œuvre les moyens de protection qui contribueront finalement à ce que les opérations se passent bien, et ça c'est que ce soit le risque Covid ou le risque amiante en général, c'est toujours le cas, et même pour les autres opérations. Mais là, en l'occurrence, l'assurance maladie a trouvé utile de publier des fiches à destination des maîtres d'ouvrage qui sont disponibles sur le site amélie.fr. Aujourd'hui, il y a 5 fiches qui ont été rédigées, notamment pour les maîtres d'ouvrage de maisons individuelles, de logements, pour les coordonnateurs. Et on envisage, c'est un projet qui, j'espère, aboutira, en cohérence, encore une fois, avec les différents documents à destination des entreprises. On aboutira, je l'espère, à la rédaction d'une fiche désamiantage, elle est en cours, elle est en projet, bien sûr, qui permettra d'accompagner donc les maîtres d'œuvre sur les dispositions qui seront finalement à surveiller de près. Alors, ce sont des points de vigilance et notamment, on imagine bien que la surveillance chantier fait partie des points de vigilance. Quand le CIRTA tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Michel Gazin qui parlait ou Thomas Le Serre qui parlait de la filière métrologie, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le préleveur soit là, que le laboratoire soit disponible pour l'entreprise pour réaliser ces évaluations de ces processus. Eh bien, il y a dans cette fiche maître d'ouvrage, on imagine bien que la surveillance chantier est aussi concernée par tout ce qui est métrologie. Donc, on attirerait l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de s'assurer que cette chaîne finalement de prestataires est bien disponible. Autre souci, et ça a été souligné, c'est la mise à disposition des combinaisons, des masques. Et là, on sait que quelque part, les entreprises ont réussi à s'équiper pendant la période de confinement d'équipements de protection indispensables pour le risque Covid. Mais cela dit, il faut quand même aussi une vigilance sur la chaîne de distribution et ce sera peut-être un des points qui sera présent dans la fiche, c'est-à-dire demander aux maîtres d'ouvrage qu'ils s'inquiètent lors des réunions hebdomadaires, par exemple de chantier, de la distribution de ces équipements. C'est une fiche qui est en projet, qui va être discutée de toute façon avec les spécialistes amiantes des différentes CARSAT et qui sera bien sûr partagée et cohérente avec donc les publications existantes. Ouais. Si on revient sur ce que disait Patrice Christian-Schmitt aussi sur les autres risques, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on en oublie d'autres risques? Peut-être Michel Gazin tout à l'heure
En fait, le code, c'est important. C'est un des points qu'avait abordé aussi Thomas dans le guide, c'est-à-dire qu'à la fin du guide, on aborde aussi ces autres risques, quoi. Ça veut dire que le guide s'arrête effectivement à la notion du risque Covid, mais sans omettre qu'il y a effectivement, d'autres risques. Il vient en complément de l'analyse de risque qui est faite au préalable du chantier, c'est-à-dire intégrée dans le plan de retrait qui concerne les risques classiques issus du PPSPS ou du plan de retrait les risques amiantes. Il vient bien en complément et à un moment donné, il rappelle effectivement de ne pas omettre ces fameux risques-là. Ouais. Michel Bonfils, je reviens en écho à ce que disait Marc Charrois pour la CRAMIF sur aujourd'hui sur les EPI, parce qu'on voit que c'est un élément essentiel hein, dans tous les métiers d'ailleurs, dans toutes les entreprises qui sont sur les chantiers. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un constat que vous faites vous sur les EPI? Est-ce que vous avez des EPI qui vous permettent de travailler? Et il faut être très clair, on a ouvert un sondage auprès de nos adhérents la semaine dernière et en ce qui nous concerne, nous particulièrement sur mon site, aujourd'hui nous avons une visibilité de 30 jours, 45 jours grand maximum et après c'est le grand point d'interrogation puisqu'à l'heure actuelle nos fournisseurs ne sont pas du tout capables de nous répondre sur les futurs approvisionnements. Nous avons tous lancé des commandes importantes pour alerter aussi nos fournisseurs en disant maintenant il faut peut-être serrer les rangs, se grouper un petit peu pour obtenir des commandes auprès des fabricants et des garanties surtout d'obtenir ce type de matériel parce que j'ai une crainte aujourd'hui que certaines entreprises qui n'avaient pas de stock, parce que encore une fois le coût vient en lieu dans ce débat, des entreprises qui avaient peu de trésorerie ne pouvaient pas faire de gros stocks d'avance, c'est-à-dire se permettre d'avoir 3, 4, 5 mois d'avance dans leur rayonnage, et aujourd'hui vont être obligés de s'arrêter s'ils ne trouvent pas matière à s'approvisionner. Donc on va passer d'un chômage partiel à un chômage technique, et c'est pas du tout ce plan de relance que l'on souhaite pour notre économie, parce qu'il faut aussi un petit peu parler d'économie en sachant déjà que ces mesures Covid vont coûter cher à l'ensemble de la population, puisque tout le monde y passe sur ce thème d'investir un peu plus pour son confort et sa sécurité, avant tout sa sécurité. Et aujourd'hui, le fait d'envoyer 2 véhicules ou 3 véhicules en déplacement alors qu'un seul suffisait à l'époque, de changer un petit peu l'ordre de travail des gens pour qu'ils ne se retrouvent pas tous en même temps dans les vestiaires, dans les zones d'approche, dans les zones de travail, ça demande une amplitude horaire, ça demande une réorganisation. Le prix des consommables aussi a quelque peu augmenté parce que je rappelle que certains profitent de cette crise pour nous appliquer des prix un petit peu incompréhensibles. On passe de 4,50 € une combinaison à 14 ou à 15 €, voire 20 € sur certaines propositions. C'est quelque chose de complètement démentiel, alors que la matière n'a pas forcément profondément changé, la technique non plus. Donc voilà, c'est tous ces sujets aujourd'hui, maintenant qu'on a mis en place les mesures Covid, qu'on a mis en place, je dirais, l'urgence dans la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement. C'est maintenant s'occuper de la partie économique et quid de la répercussion sur nos donneurs d'ordre s'ils acceptent éventuellement de participer. Ouais. On va y revenir sur les coûts. Béatrice Kissia-Schmidt pour la directe, je crois qu'on parlait des risques aussi. Vous aviez vous disiez qu'il y avait une phase qui était dans le chantier qui était sous-estimée, qui était dans l'approche Covid, qui était la décontamination. Oui, on commence à recevoir, comme vous le disiez, une bonne partie des entreprises ont repris l'activité, et donc on a eu un certain nombre de plans de retrait avec le plan Covid juin. Moi, je me suis rendu compte que dans pas mal de situations, une phase est un peu sous-estimée. Ça tombe bien, tout à l'heure, vous avez montré la partie décontamination avec certaines préconisations que fait le guide CIRTA. De notre côté, on a travaillé avec le ministère pour détailler ces phases-là, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas mal sous-estimé. Donc, il y a une fiche qui a été rédigée avec l'aide de nos ingénieurs de prévention
et donc la Nouvelle-Aquitaine a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je peux vous donner quelques éléments. On est allé assez dans le détail, hein. Donc sous forme de tableau comme vous, hein, avec une partie qui reprend les situations avant l'entrée en zone, lors de la phase de travail, avant la phase de travail, enfin bon, en détaillant chaque part uniquement sur la décontamination, hein, cette fiche-là. On fait quelques propositions de solutions qui effectivement ne sont pas, ce ne sont que des propositions, hein. Je précise bien, ce n'est pas la solution. Tout employeur peut trouver une solution équivalente, c'est une proposition. Donc, je vous en donne quelques-unes pour que vous ayez, mais franchement, moi, dans tous les documents que j'ai vus, c'est très sous-évalué et ça se traduit, l'entreprise renvoie sur la responsabilité du SASMAN. Et je trouve que ce n'est pas assez précis. En fait, il faudrait être plus précis et le SASMAN ne va pas pouvoir tout prendre en main et ça peut même déplacer le risque, à mon avis. Je vous donne des exemples. Par exemple, lorsque l'on fait, lorsqu'on n'est pas encore entré dans les sas de décontamination, lors de l'entrée, donc quand on est dans la zone d'approche, il faut réévaluer, par exemple, c'est à ce moment-là qu'il va falloir des masques Covid, hein, puisqu'on n'est pas en zone de travail et on n'est pas encore équipé. Donc, il va falloir des masques Covid et il va peut-être falloir réfléchir à éloigner les postes de contrôle du SASMAN, des sorties d'aéroliques, des entrées d'air, etc. C'est des points sur lesquels il faut se poser des questions, en tout cas. Pour l'entrée en zone, dans la zone d'approche, vous l'évoquiez, donc c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé. Pourquoi ne pas prévoir des cabines individuelles pour toute la durée du chantier, par exemple? Mais il y a d'autres solutions, hein, qui sont des parois, etc. Hein. Pour l'habillage, éviter l'entraide. Bon, dans la phase d'habillage, en général, on s'habille à deux pour mettre en place les scotch, etc., pour bien mettre en place les masques. Bon, il faudra y réfléchir il faudrait éviter cette entraide et ne le faire que lorsque les deux collaborateurs sont déjà équipés de masques, par exemple. Toujours par rapport au risque Covid, hein. Voilà. Un dernier exemple, en sortie de zone, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul travailleur à la fois dans la zone de sortie pour éviter les croisements. Bon, dans tous les cas, c'est éviter les croisements de flux et qu'il y ait plusieurs personnes dans un espace confiné. Enfin voilà, bon, il y a plein de… Mais on a essayé de faire un travail très détaillé qui pourra compléter le travail que vous avez déjà fait. Et bon, j'insiste un petit peu sur cette phase-là parce que je pense qu'elle est un peu sous-estimée, Oui. au niveau du risque Covid. Oui, on voit qu'il y a un besoin de collaboration entre les acteurs et que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour arriver à quelque chose de meilleur. Au niveau de la CRAMIF, Marc Charrois, sur les risques maladies, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a des nouveaux risques qui émergent? On en parlait tout à l'heure. Alors, pour le désamiantage, alors des nouveaux risques qui émergent certainement. Maintenant, l'analyse des risques doit être globale, hein. Elle intègre forcément, quand on parle de désamiantage, l'amiante. Quand on parle de pandémie actuellement, bien sûr, risque Covid, il y a d'autres risques liés notamment à l'utilisation de machines en zone. Bon, tout ça, généralement, c'est géré par les entreprises en fonction de leur spécificité, bien sûr. Parce que je voudrais rebondir, c'est sur les propos de Béatrice Kissin-Schmitt sur la nécessité d'avoir effectivement la
distanciation, hein, les fameux 1 mètre, et ces 1 mètre là, c'est une distance minimale, hein, pour éventuellement envisager de ne pas devoir porter de masque particulier. On est toujours confronté sur les chantiers de désamiantage avec un manque d'espace. C'est vrai, vous allez peut-être me dire sur tous les chantiers, mais en particulier sur les chantiers de désamiantage où on a besoin d'avoir, en plus de la base vie, de la surface pour mettre les sas, les équipements de décontamination, la zone d'approche et la zone de récupération. Zone de récupération qui a toute son importance aujourd'hui, elle a toujours eu de l'importance, mais l'importance est encore plus est soulignée aujourd'hui parce que quand on parle de récupération, il faut bien avoir à l'esprit que les salariés ont exercé une activité physique parfois soutenue en zone avec des masques de protection des voies respiratoires, donc avec une atteinte physiologique très importante parfois. Ils ont besoin de pouvoir récupérer. Et le fait en plus de leur dire, écoutez, on est dans des zones très exiguës, donc il vous faut porter un masque complémentaire pour le risque Covid, ça va accroître finalement cette astreinte physiologique. C'est pour ça que l'aspect récupération prend encore plus d'importance aujourd'hui avec ce risque. Et c'est pour ça que des mesures peut-être complémentaires doivent être données aux entreprises. Et donc impacter directement le maître d'ouvrage, parce que quand on parle d'espace chez un client, que ce soit un site occupé ou que ce soit un chantier où il n'y a plus d'activité. Mais c'est toujours un problème de place. Donc ça prend quand même beaucoup d'importance. Alors oui, il y a peut-être ce point particulier, il y a des indications qui sont mentionnées dans le guide du CIRTA, mais nous, c'est aussi quelque chose que l'on va souligner, notamment auprès des maîtres d'ouvrage, c'est de donner la possibilité d'avoir de l'espace. Ouais. Et puisque j'ai la parole, je précise aussi que à partir du 18 mai, il va y avoir éventuellement une participation de l'assurance maladie risque professionnel à l'acquisition de moyens qui vont permettre justement de garder cette distanciation, d'équiper les entreprises de masques. Bon, il y a des conditions d'attribution, c'est 5 000 € maximum. Il faut que l'entreprise ait un effectif de moins de 50 personnes. Bon, la demande pourra éventuellement être faite. Voilà. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que vous allez aider directement les entreprises à s'équiper. C'est ça. Hein. S'équiper, et ça peut être rétroactif sur les investissements qui ont été déjà engagés pour justement compléter les barrières de protection. Ouais. Thomas Lesser, pour revenir juste sur le sujet qui est, puisque vous avez une double casquette aussi de maître d'œuvre, mais au niveau des maîtres d'ouvrage, est-ce qu'aujourd'hui ils sont conscients de l'espace qu'il faut libérer? Vous en parliez, Marc Charrois, il faut que les gens puissent souffler après leurs travaux, si on peut utiliser ce terme-là, à la fois physiquement, mais aussi moralement, hein, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Est-ce que les maîtres d'ouvrage en sont conscients? Et puis deuxième point, comme le précisait Michel Bonfils, en termes de coût, est-ce que qui va supporter ce coût? Et est-ce que les maîtres d'ouvrage, parce qu'il y a deux choses, ça c'est un sujet dont beaucoup d'entreprises parlent, là, il y a le coût finalement des chantiers qui ont été arrêtés. Il y a des coûts qui ont été inhérents à des pertes d'activité quelque part. Qui va supporter ce coût? Et puis il y a aussi le coût des chantiers futurs qui vont arriver. Alors, le point, alors il y a 2 points dans ta question, Xavier. Donc, le premier point sur l'espace. Alors, l'espace pour les chantiers de désamiantage, c'est toujours un point central. En tant que maître d'œuvre, la première chose, outre les difficultés inhérentes au retrait du matériau, son émissivité, mais qui peuvent être gérées, qui vont être gérées dans l'enceinte de la zone de retrait, c'est sûr qu'il y a toujours des discussions et que j'aborde très vite avec les maîtres d'ouvrage sur l'espace. De toute façon, déjà hors risque Covid, un chantier de désamiantage a besoin d'espace en dehors de la zone de travail proprement dit, pour que l'entreprise installe ses SAS d'abord, mais c'est bon, les SAS, les maîtres d'ouvrage en sont en général conscients, mais effectivement la zone d'approche et la zone de récupération. Donc c'est sûr que là, avec le risque Covid, où il faut vraiment des zones d'approche
je vais dire confortable, mais avec beaucoup d'espace. On a préconisé 5 mètres carrés par opérateur potentiellement. Donc, ça fait vraiment une zone d'approche très vaste. C'est sûr, c'est des questions qui reviennent sur le tapis. Et puis, il y a des maîtres d'ouvrage qui sont compréhensifs, d'autres où il faut expliquer plus longtemps, parce que demander de l'espace, ça veut dire que dans le bâtiment du maître d'ouvrage, il va peut-être falloir qu'il condamne d'autres locaux qu'il avait l'intention de continuer à faire utiliser pendant le chantier, mais ça veut dire mettre à disposition des locaux supplémentaires à l'entreprise pour que les conditions requises de distanciation dans la zone d'approche puissent être requises. Alors après, vaste question qui pourrait nous emmener jusqu'à la fin de la journée sur les coûts. Oui, alors dans tous les chantiers, on est dans le BTP, et même pour les domaines de retrait dans l'industrie comme l'activité de Michel Bonfils, c'est un surcoût. Maintenant, je vais pas faire une réponse où on va dire que je suis une réponse de Normand, mais bien qu'étant à l'opposé de cette région, de toute façon, c'est clair qu'il y a un surcoût qui impacte tout le monde, le maître d'ouvrage. Donc, nous, avec les collègues maîtres d'œuvre, on essaye on est au milieu. Il faut faire comprendre que pour nous, on estime une partie du surcoût devra être pris en compte par le maître d'ouvrage. Il y a une partie du surcoût qui va rester à l'entreprise et il faut que les gens aient un peu de bon sens. L'objectif quand même, c'est que les chantiers reprennent dans de bonnes conditions, parce que la reprise de chantier, c'est la reprise économique, et que si à un moment donné, tout le monde se bloque sur le surcoût en disant « moi, je ne veux rien payer de plus », de toute façon, le résultat, c'est que le chantier ne redémarrera pas et que l'activité économique ne redémarrera pas. Donc, ce qu'il faut sur la notion des surcoûts, c'est du bon sens, c'est un surcoût partagé. Dans quelle proportion, il n'y a pas de réponse toute faite, parce que le surcoût peut être direct par un avenant financier, ou le surcoût peut être la prise en charge par le maître d'ouvrage de bungalows supplémentaires. Enfin voilà. Oui. Concernant les surcoûts, c'est sûr que c'est une question, mais la réponse, elle n'est pas univoque, c'est pas blanc, c'est noir, et la réponse, elle passe par de la discussion constructive et de bon sens. Oui, il va falloir discuter, mais on voit qu'effectivement les maîtres d'ouvrage sont impactés parce que finalement ils doivent libérer de l'espace aussi, et puis ils ont des chantiers qui ont été arrêtés, donc des pertes d'exploitation qui sont arrivées, donc finalement tout le monde perd de l'argent dans cette affaire. Et comme le précisait Michel Bonfils, ce qui est très inquiétant aussi dans cette affaire, c'est qu'on est dans un marché qui est passé on a une pénurie d'offres, et donc demain le vrai risque, c'est qu'on puisse plus travailler sur les chantiers parce que il y aura plus le matériel nécessaire. Alors peut-être Benjamin, comme il nous reste encore quelques minutes pour discuter, il y a plein de questions. Alors juste pour rappeler, beaucoup de questions. On est plus de 130 aujourd'hui, donc c'est un sujet qui vous passionne et on le comprend. Beaucoup de questions. Aujourd'hui, on ne comprend pas toutes les prendre. Benjamin, peut-être? Oui. Alors, ça a sauté. Quelqu'un a écrit, donc du coup, hop. J'ai perdu ma question, je vais en prendre une autre. Une question de Cédric. On constate que le port des masques Covid génère une gêne, voire une contrainte, même légère pour les individus. Comment cette contrainte est-elle prise en compte dans le cadre du port ininterrompu de protection respiratoire, tel qu'on le gère pour les masques amiantes? Existe-t-il documents autres que ceux de l'INRS sur le sujet? Peut-être une question pour Michel Bonfils. Je sais pas, qui veut la prendre? On est en discussion sur le sujet, je pense, pour l'instant. Hein. Toutes les données ne sont pas encore carrées et complètes, je pense. Bon, il y a eu quelques... voilà, Michel prend la suite. Il y a eu quelques positions de la part de la DGT à ce sujet, c'est-à-dire que là, effectivement, c'est une contrainte de porter un masque barrière et un masque papier. Par contre, ça n'intègre pas le temps de vacation et ça ne perturbe pas le temps de vacation en question. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils sont déjà donnés pour un temps de 4 heures. Donc, à minima, ils doivent être fait un maximum, ils doivent être portés pendant une période de 4 heures. Et ça doit être intégré à la gêne physique de l'opérateur. Donc, ça doit aussi tenir compte dans des temps de pause. On doit tenir compte aussi dans les temps de pause, éventuellement, de ce fameux port de masque. Peut-être que Mme Kessin-Schmitt peut rajouter quelques éléments. Oui. Oui, je veux bien répondre. Oui. Donc, précisément par rapport au Code du travail, et vous faites allusion aux 2h30 de port maximum des équipements de protection individuelle en phase de
travail, hein. C'est en phase de travail. Donc, à partir du moment où on passe dans les SAS et où on rentre en zone de désamiantage, qu'on compte les 2h30. Donc, comme le port des masques Covid est en dehors, ça ne se rajoute pas, on ne calcule pas de la même façon. Par contre, ce que disait M. Galzin est tout à fait juste, et ça, il va falloir l'estimer en association avec le médecin du travail. C'est le médecin du travail qui peut aider l'entreprise à avoir une vision globale sur le port de plusieurs types de masques pour plusieurs situations. Effectivement, on rajoute une contrainte là sur la journée, et ce que vous disiez sur les masques Covid qu'il faut porter en plus des masques amiantes ou bon, il va falloir se poser la question, mais en général, les masques P3 avec filtration P3 suffisent pour le Covid quand on les porte, mais en dehors, lorsqu'il y a les masques uniquement pour le Covid, il va falloir estimer la pénibilité générale et avoir la vision globale avec l'aide du médecin qui peut réduire le temps. Oui, les masques Covid aujourd'hui, quand on appelle masque Covid, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est le masque chirurgical, on considère que c'est un masque Covid ou, dans une zone confinée, je ne descendrai pas en dessous du FFP1. Ouais. Donc ça voudrait dire que je ne veux pas vous mettre à pousser dans les retranchements à nos décisions, mais ça voudrait dire que des gens dans des voitures, aujourd'hui, ils devraient porter des FFP1. Hein. C'est ça qu'on peut dire. Zone confinée de travail. De travail, oui. Ok, on est dans le travail. Vous avez bien fait d'aller jusqu'au bout de la question. En dehors, on a le droit d'être malade, mais pas au travail, on le sait, donc il faut faire très attention. Je plaisante. Mais je pense surtout ce qui est très important aussi, qu'il faudrait qu'on rappelle et qu'il y ait un message, je pense, beaucoup plus profond dans ce terme de protection du fait du Covid, c'est que tout individu devrait apprendre à porter correctement un masque et à l'utiliser correctement. Et je pense que ça serait déjà un grand progrès et un grand pas en avant. Oui. Parce que vous avez une culture finalement au sein du CIRTA et au sein des entreprises sur ces questions de santé et de sécurité, mais le grand public ne l'a pas encore. Hein. Dans le grand public, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, cette pandémie nous est tombée sur le coin du nez comme la neige tombe sur nos montagnes, c'est-à-dire sans prévenir. Et aujourd'hui, on apprend tous les jours en avançant. Et je pense que ce qui est très très important, et c'est ce signe de rassemblement que nous aimerions bien transmettre, et c'est pour ça que d'ailleurs nous essayons au maximum de communiquer tant avec les CARSAT, CRAMIF qu'avec la DIRECT, qu'avec la DGT directement aussi, c'est qu'on est tous dans la même galère aujourd'hui et que cette galère, il faut qu'on rame tous dans le même sens pour pouvoir s'en sortir le plus équitablement possible et en laissant moins de possible de gens sur le bord du chemin malades. Et voire plus. Donc, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui pour nous et c'est notre rôle en tant que syndicat professionnel aussi d'accompagner nos adhérents, mais de se mettre en relation avec toute la chaîne autour de cette problématique. J'en profite, puisque j'ai la parole, de dire qu'aussi le problème de l'amiante, et je me tue à le répéter depuis quelques années, n'est pas qu'un problème du bâtiment et du travaux public. On a les industries, on a les installations fixes, et j'en porte la casquette puisque mon métier c'est l'installation fixe. C'était une des premières en France en 2002. Mon métier c'est d'être dans le domaine du ferroviaire, de travailler sur tous les matériels ferroviaires réformés, et on a une part importante aussi d'activité amiante dans tous ces domaines. Donc ne parlons pas que de BTP, parlons du sujet amiante sous toutes ses formes et dans toutes les industries et dans tous les cas de figure. Oui. C'est un sujet qui est essentiel parce qu'on voit en termes de coûts, quand on ne traite pas l'amiante correctement, il y a des impacts sur les maladies à venir et donc il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est votre message, hein, ce que j'entends sur ce risque amiante aussi. Tout à fait. Et puis c'est vrai que ce Covid aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques instants, on en apprend tous les jours et j'espère qu'on apprendra très rapidement que c'est derrière nous, hein, mais il faut encore un petit peu de patience et un petit peu d'effort. Et cet effort, il passe par l'engagement de tout le monde dans toutes les classes de société, de travail, de tous les gens sont concernés aujourd'hui par cette problématique. Donc serrons-nous les coudes sur ce sujet.
Benjamin, on va prendre peut-être une dernière question, même si on Il y a beaucoup plus, on est pris par le temps. Oui, une réflexion de Marc que je vais résumer ainsi. Le Covid-19 est-il considéré comme un risque professionnel ou environnemental? Auquel cas, l'employeur n'aurait-il pas qu'une obligation de moyens? Peut-être Béatrice Kissen-Schmidt, vous avez des éléments? C'est à la fois un risque environnemental et un risque au travail. Bon, là, et la responsabilité existe dans l'environnement du chantier. Le chef d'entreprise doit en tenir compte. Hein, et par rapport aux salariés, c'est une obligation de résultat, pas de moyens. Hein. Marc Charrois, vous voulez préciser Alors, quelque sur ce chose? sujet, L'assurance maladie a une position là-dessus sur. Alors aujourd'hui, c'est pas tranché parce que quand on parle de maladie professionnelle ou d'accident du travail, il faut toujours faire le lien entre finalement la pathologie, la maladie ou la lésion et le travail en lui-même. Aujourd'hui, il y a des discussions. Alors autant ça a été à peu près tranché pour le secteur médical, hein, puisque les médecins, ils interviennent directement sur des personnes malades. Donc quelque part, c'est dans leur travail que finalement ils peuvent éventuellement être malades. Donc là-dessus, il y a une position nationale qui a été prise. Autant sur le salarié d'une entreprise de désamiantage, par exemple, qui viendrait à tomber malade, contracter la Covid-19, ce n'est pas tranché parce que, je vous dis, il y a ce problème de faire le lien avec l'activité professionnelle qui reste à démontrer. Peut-être que ça sera peut-être précisé plus tard, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme la grippe, si vous voulez. C'est pas une maladie professionnelle à part entière comme l'amiante ou des autres risques. Oui, ça dépend de la source de contamination et c'est difficile de faire le lien avec l'aspect professionnel. Je voudrais juste faire un petit complément là-dessus pour revenir entre l'obligation de moyens et le résultat. Pour revenir sur notre tableau. Notre tableau, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas parce que le chef d'entreprise aura rempli le tableau sur son chantier et que tout sera vert qu'il pourra se dire c'est bon, je suis, tout est bon, il y a tout ce qu'il faut. Si un de mes salariés attrape le Covid, ce ne sera pas de ma faute. Et comme l'a dit Madame Kissen-Schmidt au début de son intervention, ça nécessite aussi, donc ça c'est le tableau de préparation pour reprendre le chantier, et ça nécessite aussi que le chef d'entreprise, via son encadrement, vérifie que les points qui ont été évoqués sur le tableau sont bien appliqués. Aujourd'hui, le désamianteur, il a des tableaux de suivi, un rapport de chantier journalier qui remplit sur les entrées, sorties de zone, sur le changement des filtres, des extracteurs, des unités de filtration. Et ben, ça veut dire aussi qu'il doit aussi modifier ces tableaux de rapport journalier pour inclure les actions qu'il a prévu de mettre en œuvre sur le chantier, sur la gestion du risque Covid. La désinfection des sas, il faut qu'il rajoute une petite case dans un coin, ça, suivant la manière dont sont construits ces formulaires de suivi, mais il doit rajouter quelque part une petite case à cocher. Oui, tel opérateur a bien désinfecté les sas à tel moment de la journée. J'ai bien insisté là-dessus que le tableau, c'est pas une fin en soi, je dirais c'est que le début et qu'il y a aussi des actions au long cours à mener sur tout le chantier jusqu'à son repli final pour le suivi, la maîtrise du risque Covid. Bien sûr. Juste pour finir, Michel Bonfils, vous continuez à travailler pour le plan de reprise avec le ministère et avec finalement il y a une suite à donner aussi à tous ces travaux. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les liens sont toujours d'actualité. Les échanges sont permanents. On essaie justement de faire en sorte que toute cette quantité d'informations qui arrivent de toutes parts, aussi bien des directs DGT, de CARSAT, CRAMIF ou suivi bien de l'OPPTP, aujourd'hui, tous ces guides, il faut qu'on fasse à un moment donné une synthèse de façon que ce soit le plus clair possible pour les employeurs
et surtout que ce soit le plus clair possible et le moins anxiogène possible pour les gens qui vont être en situation de travail, parce que je pense qu'on a déjà suffisamment d'anxiété avec le risque amiante. Si on vient encore décupler avec le risque Covid, il faut faire en sorte qu'on soit un petit peu, qu'on démocratise, j'allais dire, ce sujet et qu'il soit le plus compréhensible possible et surtout qu'il soit mis en application. Parce que pour faire des écritures, on en a plein les étagères, c'est pas la peine. Ce qu'on a besoin, c'est de vraies actions de terrain. C'est que tout le monde se sente concerné, que tout le monde mette sa part de responsabilité, même si, bien entendu, le chef d'entreprise est au sommet de la pyramide et qu'il doit s'assurer que tout fonctionne correctement, mais chacun a sa part de responsabilité pour que personne ne tombe malade du Covid et de l'amiante dans le cadre de l'entreprise et que tout se passe au mieux. Donc, c'est une vraie chaîne, à mon avis, de solidarité sur cette mise en œuvre, cette action. Et d'autant que, sans être péjoratif, mais la majorité de nos opérateurs, de nos exécutants, ce ne sont pas des gens qui ont fait Bac+5 et il faut qu'on soit précis, clair et que le message passe. Et surtout que le message soit mis en application, et bien entendu, comme vous le disiez, madame, qu'on soit en mesure derrière, nous, de le contrôler et d'avoir des chefs d'équipe qui soient là pour encadrer correctement la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement. C'est ça le plus important. Béatrice Christian-Schmitt, je crois que la DGT travaille sur un guide. Là, on va peut-être finir là-dessus parce que finalement, il y a encore un autre guide qui devrait arriver aussi. On pensait que peut-être il serait là aussi pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas encore. Oui, voilà. Je pensais, la DGT m'a informé qu'il était validé, donc il y a plusieurs guides qui sont déjà sortis de façon globale sur le Covid et l'ensemble des entreprises, donc qui sont sur le site du ministère. Donc, je vous rappelle le site du ministère, Travail Emploi Gouv. Travail-emploi-gouv, sur lequel vous trouverez tous les documents. Et donc, le guide spécifique sur la reprise des chantiers de désamiantage, enfin, pas que des chantiers de désamiantage, de chantiers avec sous-section 3, sous-section 4, est déjà validé et imminent dans sa publication. Voilà. Donc, il va y avoir un petit complément qui va bientôt sortir. Et la fiche dont j'ai parlé, puisque j'ai vu qu'il y avait une question, la fiche dont j'ai parlé sur le désamiantage, excusez-moi, la décontamination est aussi à la validation de la DGT et devrait sortir en complément. Donc, tout ça va être publié. Michel Bonfils, pour se procurer le guide, là, je terminerai là-dessus, du CIRTA, est-ce qu'il est disponible à tout le monde? Comment on se procure? Il suffit de faire un mail. Oui, il suffit de faire un mail à contact@cirta.net. Ouais, sans problème. Et puis on l'enverra aux personnes qui le veulent. Et par la même occasion, on a au sein du CIRTA une petite cellule qui est là en veille permanente pour répondre aux questions de nos membres sur des points qu'ils aborderaient. Évidemment, exceptionnellement, vu la circonstance, s'il y a des organismes et des entreprises mais qui ne sont pas membres du CIRTA, mais qui se posent des questions sur la gestion du risque Covid, qui n'hésitent pas à la poser, parce que j'ai vu passer un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et la cellule fera tout son possible pour y répondre dans des délais raisonnables. Je ne vais pas vous dire dans les plus brefs délais, parce qu'on a tous à chacun aussi des activités professionnelles à mener, mais voilà. Et en dernière de couverture, il y aura bien entendu le bulletin d'adhésion au syndicat où vous êtes tous bienvenus, il n'y a pas de problème. On va aussi essayer, Xavier, on va aussi essayer de récupérer un petit peu les questions que l'on a vu passer là pour éventuellement apporter réponse, parce que je sais qu'on est pris par le temps, donc on ne peut pas répondre à tout le monde aujourd'hui. Mais si on avait la possibilité de récupérer, Benjamin, les questions qui ont été émises pendant tout ce temps-là, on est prêt à y répondre et à apporter réponse sans problème.
Oui, D'accord. pour ce qui vous concerne aussi, éventuellement, s'il y a des réponses à apporter. Ok, ben on va vous faire tourner, mais vous êtes super. Je voulais vous remercier parce que vous êtes tous des experts, vous avez du talent, vous savez faire passer les messages pour Marc Charrois, pour la Cramif, Béatrice Kissian-Schmidt pour la Direct, et puis un tout spécial CIRTA aussi avec Michel Galzin, Thomas Lesser et Michel Bonfils. Merci quand même à vous tous pour ces présentations et ces éléments. On va vous passer les questions. Moi, je vais mettre donc, on va mettre fin à cette webconférence. On resterait bien entendu plus longtemps ensemble, mais par respect pour aussi ce public, on va mettre fin à cette conférence. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Bonne reprise à tous et à très bientôt. Alors, je mets fin à cette webconférence. Au À revoir très tout le bientôt, monde. merci. Au revoir. Merci, au plaisir. Au revoir. Au plaisir. Merci. Au revoir.